Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer avec notre premier chapitre sur le cours de physique de particules en introduction. D'accord? Donc dans ce cours, nous allons apprendre un certain nombre de choses. Les objectifs fondamentaux à la fin de ce cours, vous devriez être capable de définir et comprendre le modèle standard. Donc, on va voir c'est quoi le modèle standard. Vous devez devenir aussi capable de décrire les propriétés fondamentales des particules élémentaires et aussi des forces fondamentales, de pouvoir les définir et les classer. On va rapidement décrire et apprendre en fait comment expliquer, comprendre, dessiner les diagrammes de Feynman. On va aussi apprendre quelques notions sur le formalisme des quadrivecteurs. Donc c'est un formalisme mathématique qui est fondamental et nécessaire pour travailler dans ce cours, ce qui va nous permettre de aussi comprendre comment dériver et trouver les variables de Mandelstam. Donc vous allez voir c'est quoi les variables de Mandelstam. Ce sera dans un autre chapitre, hein, pas dans le chapitre 1, mais ce sera un des objectifs fondamentaux de ce cours. En dérivant les variables de Mandelstam, vous devriez devenir capable d'analyser des situations de désintégration ou de collision avec des systèmes à deux corps. Et finalement, on va pouvoir éventuellement comprendre et décrire les groupes de symétrie qui s'appliquent aux physiques des particules. Donc, je regrouperai, si vous voulez, les chapitres de la façon suivante. Chapitre 1, ce sera le modèle standard, qu'on va couvrir dans cette vidéo. Le chapitre 2, ce sera sur la cinématique relativiste et des interactions, c'est dans lequel on va apprendre et on va approfondir un tout petit peu notre formalisme mathématique, quadrivecteur et formalisme covariante. On va l'apprendre plutôt en introduction, si vous voulez, nécessaire et suffisante pour pouvoir travailler avec les variables de Mandelstam. Et dans le chapitre 3, on parlera du modèle de quarks et les groupes de symétrie. À savoir que c'est un cours d'introduction, donc évidemment, il est vraiment possible de s'étaler beaucoup sur ces notions-là et sur d'autres notions de physique des particules, mais dans cette année, dans ce cours-là, on cherche à introduire ces notions-là et à avoir un certain bagage suffisant pour que vous puissiez l'année prochaine démarrer facilement avec le cours qui sera obligatoire sur la physique des particules et aussi sur la théorie quantique des champs. Donc j'ai choisi pour introduction de vous montrer ça. Alors il faut savoir que quand on parle de physique des particules, on a des notions de physique importantes qui englobera, si vous voulez, la physique relativiste, la physique quantique, et la philosophie n'échappe pas à cette question. Je vous explique pourquoi. Ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle un cosmique ouroboros, c'est un terme latin, hein. Si vous voulez, c'est un serpent qui est en train de manger ou avaler sa queue. Donc c'est un cercle fermé. C'est un cercle fermé qui pose une question fondamentale sur l'univers, sur le monde. Parce que comme vous le savez, quand on parle de la physique, on est en train d'expliquer des phénomènes d'univers. Et ces phénomènes de l'univers, ils peuvent avoir, ils sont déjà à des échelles complètement différentes. Donc quand on parle des systèmes intergalactiques, on est dans les ordres 10 puissance 25 et 10 puissance 30 cm. Donc c'est des échelles trop élevées. Évidemment, quand on aille plutôt vers les planètes, on est dans les ordres de 10 puissance 20, 10 puissance 15 cm. Au niveau du Soleil et de la Terre, on est dans la puissance 10 puissance 10. Sur la Terre, on parle de 10 puissance 5 quand on parle des montagnes, par exemple. Vous voyez, à la hauteur des montagnes. Puis on a l'échelle humaine, l'échelle des animaux.
On est vers les centimètres, hein, on peut parler des quelques centimètres, quelques centaines de centimètres. Puis on commence à partir dans le domaine un peu plus petit, donc les bactéries, les microbes, les ADN, puis après vers les atomes, dans les puissance 10. Après on va vers les noyaux, donc c'est la physique nucléaire, on est dans les 10 puissance moins 15. Même les physiques, les atomes subatomiques, donc qui sont les subnucléaires si vous voulez, donc au-dessus dans le noyau lui-même. Et c'est quoi l'échelle encore plus petite? Donc on ne sait pas encore. Ça peut être le DM ici, c'est pour dark matter, donc c'est peut-être l'énergie ou la matière noire. On ne sait pas encore. Parce qu'on n'a pas encore accès à savoir de quoi ça s'est fait. D'accord? La question qui se pose, c'est quoi la référence dans tout ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est le plus petit ou c'est le plus grand? Vous savez très bien, vous l'avez déjà vu, vous l'avez certainement appris d'une façon ou d'une autre, que au niveau des particules subatomiques, donc quand on parle de la physique quantique, et surtout si on parle aussi des particules subatomiques, donc quantiques, mais qui sont à des vitesses trop élevées, proches de la vitesse de la lumière, on a aussi la mécanique relativiste, on sait très bien que la physique qui règne dans ce domaine-là est différente de la physique qui règne dans ce domaine-là. Alors la question maintenant, pourquoi? Si ça est formé à la base d'atomes, et les atomes sont formés de noyaux, et les noyaux sont formés encore de particules plus petites, pourquoi ça change en fait? Et comment, c'est quoi la liaison entre les deux? C'est quoi la référence? Est-ce que c'est le plus petit? Est-ce que c'est le plus grand? Ou c'est une théorie qui combine tout et qu'on appelle en fait Grand Unified Theory? Donc c'est ça ce que les gens continuent à chercher en physique, surtout en physique théorique et physique euh, des particules ou gravité quantique, etc. Donc il y a beaucoup de théories qui sont en train d'être développées, mais on ne sait pas encore. On ne sait pas très bien répondre à cette question. D'accord? Donc évidemment, nous, on ne va pas apprendre ces questions-là, on ne va pas chercher à y répondre. Ce qu'on va chercher dans ce cours-là, c'est apprendre c'est quoi en fait les particules élémentaires, c'est-à-dire quelles sont les particules les plus petites qu'on connaît jusqu'à maintenant. Plus petites, c'est pas nécessairement en taille. Donc quand je dis élémentaire, c'est pas vraiment nécessairement le plus petit en taille, mais c'est une particule dont on ne connaît pas encore qu'elle possède d'autres particules plus petites qu'elle qui le forment. Et c'est un élément qui existe par création comme ça. Il est créé comme ça, c'est tout, ça vient comme ça. Il n'est pas formé d'autres petites particules qui s'associent ensemble pour le faire. Ça s'appelle une particule élémentaire. On va aussi apprendre les forces fondamentales. C'est-à-dire ces particules élémentaires, ils se mettent ensemble pour former d'autres choses, comme l'atome, puis pour former les protéines, puis pour former les bactéries, puis. Alors, c'est quoi ces forces qui tiennent les choses ensemble? Évidemment, les forces qui tiennent des particules subatomiques ensemble, ce n'est pas les mêmes forces qui tiennent les planètes sur l'orbite. D'accord? Donc, on va apprendre ces forces fondamentales, et on va voir comment on va travailler, si vous voulez, physiquement et mathématiquement pour pouvoir comprendre certains éléments nécessaires pour avoir une très bonne introduction à ce monde de physique subatomique. Un petit diagramme que j'ai fait qui vous montre une certaine chronologie historique des découvertes des particules subatomiques. Bien évidemment, ça reste une question de culture générale, mais très importante, parce que, comme vous le savez probablement, c'est J.J. Thomson qui a découvert l'existence de l'électron
en faisant des expériences sur certains types de rayonnement cathodique. D'accord? Et puis il y a eu Milton qui a fait une expérience qui s'appelle l'expérience de coup de tuile pour pouvoir mesurer, et il a mesuré en fait, la charge d'un électron. Puis après, il y a Rutherford, la fameuse expérience de Rutherford, avec le papier d'or qui a été bombardé. Et puis il a découvert qu'il doit y avoir une masse très élevée au centre d'un atome, qui est entouré par des électrons, mais il y a du vide entre les deux. Et là, c'était la première fois que l'humanité se voit proposer un modèle nucléaire de l'atome. Donc là où il y a un noyau. Et ça, vous l'avez dû voir avec la physique nucléaire. Alors, à partir des années 1927, il a commencé à avoir la découverte d'autres types de particules subatomiques. Donc c'est des particules plus petites que l'atome. Et là, vous allez voir que l'évolution de ces découvertes-là a vu un certain pic entre les années fin des années 50 jusqu'à les années 70. Il y a eu des découvertes tellement de particules élémentaires ou des particules subatomiques qu'à un certain moment, on a commencé à parler de zoo de particules. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de découvertes de beaucoup de types de particules. Ces particules ayant différentes charges, ayant différentes masses, ayant différentes propriétés. Et tout ça, ça fait parce qu'il y a eu des avancées technologiques en faisant des accélérateurs, le CERN, etc. Donc, ce sont des accélérateurs de particules qui ont permis de faire des expériences de collision à des conditions énergétiques et des conditions spéciales qui y ont donné en résultat la création ou la détection de nouveaux types de particules à chaque fois. Et donc à la fin, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de particules, mais vraiment beaucoup de particules. Et le travail dans la physique des particules, c'était de pouvoir créer un modèle où finalement on classifie, si vous voulez, tous ces particules subatomiques et les particules élémentaires, on les classifie d'une façon propre, et c'est comme ça que ça a né ce qu'on appelle le modèle standard. Alors, puisqu'on parle de classification, on va regarder à ce que nous connaissons, ce que nous apprenons à l'école surtout, et en chimie, sur la classification des éléments. Vous avez évidemment tous vu ça, le fameux tableau de Mendeleev ou Mendeleev. C'est le tableau périodique des éléments. Sur ce tableau, vous avez un élément donc, qui est formé par un atome avec son nombre de protons, avec son nombre d'électrons, masse atomique. Et ces éléments sont classés par des groupes qui correspondent à leurs propriétés physiques. Et en fait, on a découvert d'autres éléments, donc on les a mis un peu loin parce qu'ils n'étaient pas découverts à l'époque de Mendeleev, etc., etc. Donc ça nous donne les éléments en termes d'atomes. Mais comme physiciens, nous savons que ce n'est pas le plus élémentaire des choses. Parce que nous savons que chaque atome est formé par des électrons et par des noyaux. Et que chaque noyau est formé par d'autres types de particules encore plus petits. Et c'est ces particules-là qui sont les particules élémentaires. Donc si on parle d'une classification élémentaire de ce qui existe dans la nature, il faut en fait qu'on parle à une échelle physique beaucoup plus petite, et ça se fait à l'échelle subatomique. Donc vous voyez, Mendeleev fait son classification selon les atomes. Alors que dans les atomes, il y a des noyaux, et dans le noyau, il y a des nucléons, et dans les nucléons, comme vous pouvez le voir ici, si je fais un peu de zoom, il y a d'autres petites particules là colorées qu'on appelle quarks. Et puis il y a les électrons qui sont aussi autour du noyau. Et bien ces deux particules-là, ce sont des particules élémentaires. C'est-à-dire il n'existe pas quelque chose qui constitue un électron. L'électron, c'est l'électron. C'est créé comme ça. En tout cas, à notre connaissance, jusqu'à maintenant. D'accord?
Et ce qu'on connaît aussi jusqu'à maintenant, c'est que la plus petite particule autre que l'électron, c'est le quark. Il n'y a pas, jusqu'à maintenant, à notre connaissance, autre particule qui constitue le quark. Donc électrons et quarks sont en fait les plus élémentaires des particules. Donc c'est les briques de la création, si vous voulez. Tout est constitué de ces deux briques-là, dans des façons où ils seront mis ensemble dans des façons différentes, et c'est ces façons-là qu'on va étudier, et qu'on va comprendre quelles sont les règles et comment ils s'interagissent ensemble, et comment ça forme d'autres choses comme les atomes, et puis les atomes se combinent avec d'autres atomes, ils forment les cellules, et puis etc., etc., etc. Donc on est en train de parler à des échelles plus petites que le femtomètre, 1000 fois plus petites que le femtomètre, hein? Donc 10 puissance moins 15 là, on est en train de parler à des 10 puissance moins 15, moins 16 mètres. Donc, ce que je mets ici, ce tableau-là, on va en parler un peu plus tard, mais c'est juste pour vous montrer que ce tableau-là, il classifie. Il classifie ici, ce que vous voyez ici, ce sont les noms des particules élémentaires. Donc, c'est des particules subatomiques élémentaires. Donc, à partir de ces particules-là, tous, ils sont comme les électrons et comme les quarks, avec différentes propriétés qu'on va en parler. Mais il n'y a pas plus petit que ça. Et tout le reste est formé à partir de ces petites choses-là. On va détailler ça. Ça s'appelle le modèle standard qu'on va voir dans ce chapitre. C'est ce diagramme-là qui nous permet de faire la vraie classification, si vous voulez, des particules élémentaires. Donc les particules élémentaires, ils ont été classifiées sous deux types de choses. Les particules de matière et les particules d'échange. Alors là, il y a une notion qu'il faut que j'en discute pendant que vous regardez ce tableau devant vous. En fait, si vous pensez à un cristal, d'accord? Donc dans un cristal, les atomes sont arrangés d'une façon donnée, sont bien arrangés, mais est-ce que les atomes touchent les uns les autres? Prenez l'exemple de l'eau, par exemple, ou de votre corps. Est-ce que les atomes se touchent? Non. En fait, il y a les atomes qui sont arrangés, mais il y a une liaison entre les atomes. Cette liaison, ce n'est pas quelque chose de matériel. En fait, matériellement parlant, c'est du vide. Mais il y a une force, il y a une interaction qui tienne ces atomes ensemble, formant une molécule par exemple. D'accord? Donc, en physique subatomique ou en physique des particules, ces interactions-là entre différentes particules élémentaires, par exemple entre deux électrons, entre un proton et un électron, entre deux protons, toutes ces interactions entre deux atomes, hein, ces interactions, maintenant on va faire un changement de pensée. Il faut savoir que ces interactions, ils sont traitées, ils sont analysées, ils sont décrites comme si il y a des particules qui s'échangent entre les deux particules de matière. Je m'explique. Je vais vous dessiner ça pour un peu vous donner un exemple qui sera un tout petit peu plus concret. D'accord? Imaginez que vous avez deux personnes. Donc, personne 1 et personne 2. D'accord? Donc ces deux personnes, ils ont deux moyens d'être liés ensemble. Soit on prend une corde, imaginez que là il y a une corde, et hop, 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 ces cordes-là, ils les tiennent. Donc ça, imaginez, c'est une corde. Donc si cette personne-là push comme ça, ou tire sur la corde, et bien celui-là, il va sentir une force comme ça. Donc ça,
et ça fait quoi? Ça fait l'interaction entre les deux personnes à travers qui? Donc ça c'est l'interaction qui se fait à travers du fait qu'il y a une corde qui les lie ensemble. N'est-ce pas? Donc la corde, c'est quelque chose de matériel. Il y a quelque chose matériel qui lie ces deux personnes ensemble. Donc ça, c'est la personne 1 et ça, c'est la personne 2. D'accord? Très bien. Mais en réalité, quand on parle des atomes, imaginez là, vous avez atome 1 et là, vous avez atome 2. Donc ça, c'est atome 1. Hop. Ça, c'est atome 1. Et ça, c'est atome 2. D'accord? Est-ce qu'il existe une corde qui les lie ensemble? Matière? Est-ce que ça existe? Ben non, ça n'existe pas. On sait que ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas. C'est pas matériel. Donc comment ils restent connectés ensemble? Ben, il existe une interaction. Alors, pour comprendre cette interaction, on va voir de nouveau l'exemple de ces deux personnes. Regarde. Maintenant, on va échanger, ou changer si vous voulez, la façon dont ces deux personnes, 1 et 2, sont liées ensemble, ou interagissent ensemble. Ils vont interagir, mais d'une autre manière. Regardez. Ça, c'est la personne 1, et ça, c'est la personne 2. Imaginez maintenant que cette personne 1 jette une pierre à la personne 2. Puis la personne 2 reçoit cette pierre et la rejette vers lui. Et comme ça, tous les deux, ils sont en train d'échanger continuellement une petite pierre. On va dire ça, c'est une pierre. D'accord? Alors, si cette personne marche, pour que la pierre ne tombe pas, cette personne-là doit aussi marcher. Donc, finalement, la personne 2 est en train d'interagir avec la personne 1. Il est en train, si vous voulez, de le pousser dans son sens, à lui, sans que, en fait, il y a une corde qui les lie. Mais c'est juste qu'ils sont en train d'échanger une pierre, ils se le jettent. Mais il ne faut pas que cette pierre tombe, donc ces deux-là doivent rester en interaction et continuer ensemble. Et c'est dans cette philosophie, ok, que les interactions sont vues dans la physique des particules. Et en général, dans la physique, si vous voulez, moins classique. En fait, ce qui se passe, c'est que finalement, on a un atome, ou une particule, je veux dire particule 1, et on a une deuxième particule 2, ce sont, disons, des particules, je ne sais pas, élémentaires, particule 2. On peut imaginer, si vous voulez, que ça soit un électron, ça soit un électron, et que ça soit un photon, pardon, un proton. Hein? Vous savez qu'il y a une interaction entre un proton et un électron. Ça, vous le savez. C'est l'interaction coulombienne. Mais du point de vue physique des particules, cette interaction coulombienne se fait via l'échange de photons. C'est-à-dire celui-là envoie, si vous voulez, un photon à celui-là. Ce photon-là, c'est une particule élémentaire qui échange l'interaction, qui échange l'interaction entre les deux particules. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi j'ai dit photons? Ben, vous allez voir. Parce que les photons sont les particules d'échange, d'interaction électromagnétique, hein, par définition. Mais il y a d'autres types de forces. Il y a par exemple la force de gravitation, il y a la force nucléaire, entre les composantes du noyau. Et ben, toutes sortes d'interactions entre particules se fait
et s'analyse du point de vue physique des particules par un échange d'autres types de particules qu'on appelle des particules d'échange. Et c'est ces particules-là qui assurent l'interaction entre les particules de la matière. Donc, ces deux particules-là, protons et électrons, ce sont des particules de matière. C'est de la matière. Alors que le photon ici, c'est un particule d'échange. C'est un particule plutôt virtuel. D'accord? C'est pas de la matière en tout cas. Le photon ne possède pas de masse. Et c'est ça le concept. Donc voilà, on classifie maintenant les particules élémentaires de deux types, de deux catégories, très grandes catégories. Les particules de matière, donc, qui possèdent une masse, qui forment la matière, et les particules d'échange, si vous voulez, c'est les particules qui assurent les interactions entre les particules de matière pour que les particules élémentaires de matière puissent se mettre ensemble et former des particules plus grandes, comme l'atome, puis comme la molécule, puis comme les protéines, puis comme le DNA, etc. etc. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est ça la vision, c'est ça comment on classifie, comment on a fini par pouvoir trouver un modèle, un moyen de classifier cette énorme vague de particules qui ont pu être découvertes dans la physique des particules et dans l'étude des physiques des particules. On les classifie comme ça. Particules de matière et particules d'échange. Donc nous allons retrouver dans les particules de matière tout ce qui est électrons, protons, neutrons, etc., etc., etc. Et dans les particules d'échange, nous allons trouver tous les différents types d'interactions. Et c'est ça ce qu'on va développer dans la suite. Commençons par les particules de matière. Donc ces particules, ils sont appelées d'une façon générique les fermions. D'accord? Donc vous allez voir que au niveau des noms, il faut être vigilant, parce que c'est vrai qu'on appelle les particules de matière les fermions, mais dans cette catégorie, il y a des particules élémentaires qui eux-mêmes sont appelées aussi des fermions. Ça peut être confusant, mais c'est comme ça. Donc, je rappelle, là j'ai coupé, si vous voulez, c'est juste cette partie. Maintenant, on regarde sur la partie qui concerne les particules de matière. Et on va voir en fait que ces particules de matière, ils sont eux aussi, ou elles aussi, catégorisées ou classifiées selon différents types. Donc dans les particules de matière, nous allons trouver les leptons et les quarks. C'est-à-dire que les plus petites choses créées dans l'univers sont soit des leptons, soit des quarks. D'accord? Il n'y a pas de plus petit pour l'instant. En tout cas, en sciences, en physique, on n'a pas pu découvrir d'autres choses plus petites que les leptons et les quarks. Donc là, dans cette slide, je parle des leptons. Quelles sont les particules qu'on appelle leptons? D'accord? Donc en fait, les leptons, ils sont nommés comme ça parce qu'ils ont une masse très petite. Et ils ont les caractéristiques suivantes. Tout d'abord, ce sont des particules qui n'interagissent pas fortement. C'est-à-dire l'interaction entre des leptons entre elles n'est pas forte. Et on va développer un peu après c'est quoi les interactions fortes et c'est quoi les interactions faibles. Mais d'une façon générale, juste que je vous donne une idée, l'interaction forte, c'est l'interaction entre les particules dans le noyau. D'accord? Donc, vous devez le savoir dans la physique nucléaire, mais dans le noyau, les particules possèdent des interactions entre elles qui est très très forte. Donc on appelle ça l'interaction forte. Tout ce qui est autre que ça, c'est des interactions faibles. Par exemple, l'interaction électromagnétique, c'est une interaction faible. Les leptons possèdent aussi des charges électriques. Ce sont des particules chargées ou nulles, mais les charges électriques qu'ils possèdent sont des multiples entiers, si vous voulez, de charge de l'électron. C'est-à-dire un électron, ou deux électrons, trois électrons. Mais un électron, c'est le particule élémentaire. D'accord? Ils possèdent aussi une charge faible. Donc on peut les regrouper, comme ils sont regroupés ici dans ce petit tableau. On remarque aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas noté ici, mais c'est noté là.
d'une façon ou d'une autre. On dit qu'ils obéissent à la statistique de Fermi-Dirac, c'est-à-dire que ce sont des fermions. En fait, les leptons possèdent un spin, un moment de spin qui est égal à 1,5. Donc c'est comme l'électron si vous voulez, d'accord? Ils ne sont pas tous des électrons. Donc on définit par exemple parmi les leptons, les leptons chargés, donc l'électron, le muon et le lepton. Donc là aussi, il y a une particule qui s'appelle lepton, alors que le regroupement de ce type de particules est aussi appelé les leptons. Ils ont une charge négative égale à -1. Ce qui variera entre ça, c'est leur masse. Et puis on a les particules leptons, donc les fermions, mais qui ne sont pas chargés. Donc ce sont les neutrinos ou neutrinos. On a le neutrino E, neutrino mu et neutrino tau ou tau. D'accord? Elles possèdent une charge nulle, neutre. Donc vous voyez bien que les leptons neutres et les neutrinos, donc ça existe, hein. Ça forme la matière, ça forme l'atome. C'est plus petit que l'atome. Il n'y a pas de plus petit que ça, donc ce sont des particules élémentaires. Donc bien sûr, il y a les antileptons, qui sont les anti de ces particules-là. Et ça vient de quelque chose un peu plus avancé, qu'on ne va pas voir dans ce cours-là, mais c'est l'antimatière qui a été découverte par Dirac, Paul Dirac. Maintenant, on va vers l'autre groupe de particules élémentaires de matière qui s'appelle les quarks, ou les quarks. Les quarks, en fait, ce sont aussi des particules élémentaires. D'accord? Mais ils sont caractérisés par un autre type de choses comparé aux leptons, comme l'électron et autres. C'est quoi ces propriétés différentes? Déjà, ils interagissent fortement, c'est-à-dire eux, l'interaction entre ces particules-là est une interaction forte. Et comme vous allez voir un tout petit peu dans le slide après, eh ben, ces particules-là forment les particules du noyau. Vous allez le voir. En fait, ils portent des charges électriques qui sont fractionnaires. Donc si vous regardez ce petit tableau, il y a différents types de quarks, on va en parler, mais leur charge n'est pas entière. D'accord? Donc on a 2 tiers ou moins 1 tiers comme charge de chacun de ces quarks. Donc, tout ça est une charge faible. Et pour les différencier, donc il y a 6 types, si vous voulez, il y a 6 types de quarks avec des masses différentes. Et ben, les gens, les physiciens leur ont donné un nom, un nombre quantique, si vous voulez, qu'on a appelé couleur. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas trouvé autre chose. Donc on a parlé du nombre quantique couleur, et puis on a parlé aussi des saveurs. Donc il y a ce qu'on appelle le quark up, le quark down, le quark top, le quark bottom, puis le quark charm et le quark étrange. Donc c'est une classification de ces différents types. Et comme je vous ai dit, hein, c'est pas qu'il est étrange, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en haut ou en bas, c'est juste que bon, il n'y avait plus quoi. Il n'y avait plus de symboles ou d'indices pour classifier des choses. Donc up, down, right, left, top, bottom. Tu voyez? Donc charme, étrange, c'est juste des noms historiques si vous voulez, mais ce sont des caractères associés à ces différents types de quarks. Donc on a 6 quarks et 6 anti-quarks, obviously. Donc quand j'ai dit que les quarks interagissent fortement entre elles, et que vous allez voir que ça forme d'autres types de particules qui sont contenues dans le noyau, et bien ces autres types de particules, on les appelle les hadrons. Mais par contre là, ce qui est très important à voir, que les hadrons, ce ne sont pas des particules élémentaires. Et c'est pour cela que ici, dans ce tableau-là, de particules élémentaires, vous ne voyez pas figurer les hadrons. Parce que les hadrons, c'est un groupement de particules, mais qui ne sont pas des particules élémentaires. En fait, les hadrons sont formés par des associations de quarks ensemble et des antiquarks. C'est-à-dire, par exemple, un des exemples des hadrons, c'est les protons. Les protons, par exemple, se sont formés par une association de quarks et des antiquarks qui forment un proton.
Donc le proton en soi, ce n'est pas une particule élémentaire. D'accord? Il est formé par des quarks. Par trois quarks en fait. Et il est facile de voir comment les choses sont faites. Parce que vous savez très bien que la charge d'un proton, c'est égal à la charge de l'électron, mais de signe opposé. C'est-à-dire le proton a une charge élémentaire égale à 1 électron-volt. D'accord? Laissez-moi montrer ça. Regardez. Un proton, disons, donc ça c'est un grand proton que j'ai dessiné comme ça, donc ça c'est un proton. Le proton, en soi, possède une charge, disons Q du proton, égale à 1. D'accord? On vient de dire que le proton est classifié parmi les hadrons, donc ce n'est pas une particule élémentaire. En fait, il est formé par d'autres particules élémentaires plus petites. Je pense que ça doit être coloré comme ça. En fait, il est formé par trois. Trois quoi? Trois quarks. Donc en fait, le proton lui-même est formé par des quarks et des antiquarks qui interagissent entre elles avec des liaisons fortes ou des interactions fortes, donc les interactions fortes ici entre elles, d'accord? Et ce sont des quarks et antiquarks qui forment le proton. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'un proton, c'est classifié sous les hadrons. C'est un des hadrons. Il y a beaucoup d'hadrons, parce qu'il y a plein de possibilités de classification de ces différents 6 types de quarks et puis 6 antiquarks. Donc si vous faites, en fait, on a 6 quarks et on a 6 antiquarks. Donc vous pouvez imaginer le nombre des possibilités qu'on peut associer des quarks et des antiquarks ensemble pour former des hadrons. Donc on a beaucoup d'hadrons. Mais les hadrons ne sont pas des particules élémentaires. Donc les hadrons, on les divise aussi sous forme de fermions et de bosons. D'accord? Donc regardez, les fermions, ils sont généralement formés par l'association de trois quarks ou antiquarks, alors que les bosons sont formés par deux euh, particules élémentaires, quark et antiquark. D'accord? Donc regardez, les hadrons possèdent les propriétés suivantes. Ce sont des particules qui interagissent fortement, c'est clair. Hein. Parce que déjà, ils sont formés par des quarks qui, eux, interagissent fortement. Donc si on va mettre deux protons l'un avec l'autre, ils vont interagir fortement. Parce que déjà, ils sont faits par des choses qui interagissent fortement, qui sont les quarks. Ils portent des charges électriques entières. Pourquoi ils portent des charges électriques entières? Eh bien, tout simplement parce que si on revient vers le haut là, vous voyez que les quarks, ils ont des charges électriques qui ne sont pas entières. Vous voyez? Imaginez par exemple que je fais un proton, on va imaginer, imaginez, on va prendre un exemple, pardon. Imaginez que nous allons, je l'écris, que nous allons créer un hadron en associant hein, trois quarks différents. Donc regardez, on a un proton ou un hadron dans lequel on va mettre trois quarks, d'accord? Comme ça, et je sais pas, moi, comme ça, disons. Je sais pas s'il y a je pense pas qu'il y a du jaune, c'est du vert. On fait 3, d'accord? Disons que si je reviens sur ça, on a le AP, parce que ce sont des quarks comme ça. AP, C, N, T. Donc les différents types de quarks. On a fait un mec en T, top, un quark qui est AP, et un quark qui est charme. Hein. On est en train d'imaginer. Je vous explique pourquoi. Eh bien, chacun d'entre ces quarks-là, ils ont quoi? Ils ont un Q qui est de 1 tiers. N'est-ce pas?
2 tiers, pardon. 2 tiers. Et celui-là, il a 2 tiers. Et celui-là, il a 2 tiers. Donc, ça sera quoi la charge totale de ce hadron? Donc, ça, c'est un hadron. Et bien, la charge totale de l'hadron, Q de l'hadron, et bien, ça sera égal à 2, parce que c'est 2 tiers plus 2 tiers plus 2 tiers, ça sera égal à 2. Donc, 2 sur 3 fois 3. Donc, c'est 2. Donc, c'est un nombre entier. Alors maintenant, la question que je peux vous poser, bah, que dois-je faire pour en fait créer un proton? Le proton doit avoir une charge de 1. Comment faire? Regardez, le proton, si j'ai un proton, comme on a fait tout à l'heure, proton, eh bien le proton, on sait que la charge du proton est égale à 1. Et on sait qu'il est formé, là je vais éviter les couleurs pour l'instant, il est formé par 3 quarks. Qu'est-ce qu'il faudra pour que ça soit 1? Eh bien il faut que ça soit 2 tiers, ça soit 2 tiers, et celui-là soit de l'autre type, moins 1 tiers. Parce que si vous revenez ici, vous voyez qu'il y a les 2 tiers et les moins 1 tiers. D'accord? Donc il faut qu'il soit down, soit étrange, soit bottom, qu'il doit associer à d'autres deux. Pourquoi? Parce que là, on a 2 tiers plus 2 tiers moins 1 tiers. 2 tiers plus 2 tiers moins 1 tiers. Et bien ça fait 3 sur 3, ça fait 1. C'est ce qu'on a besoin. D'accord? Donc c'est ça. C'est que les hadrons, c'est des associations de quarks et des antiquarks. Voilà, ils sont formés par des quarks et on observe un très grand nombre d'hadrons. Ah, excusez-moi. Il faudra que j'efface. Voilà. On observe un très grand nombre d'hadrons. On a à peu près plus de 200 hadrons. Et ils peuvent être aussi classés sous deux types, les baryons et les mésons. D'accord? Voilà. Les hadrons qu'on connaît les plus fréquemment, ou les plus fréquemment observés ou utilisés, sont les protons et les neutrons. Donc ça, vous connaissez bien, on connaît bien parce que ça existe dans le noyau. Puis après, on a d'autres types de particules subatomiques que vous allez probablement voir et travailler avec si vous faites des études supérieures encore en physique subatomique, comme les pions, les mésons ρ, lambda et les mésons K. D'accord? Donc ce sont des différents types. Voilà. Finalement, les interactions entre les particules élémentaires se font par des échanges de types de particules élémentaires qui s'appellent les particules d'échange. D'accord? Donc si vous lisez bien le texte ici, toute force est causée par des interactions au niveau des particules élémentaires. Toute force, si vous le pensez bien. Puis toute désintégration de particules est aussi causée par des interactions. Et l'interaction entre particules de matière se fait donc par l'échange de particules, qui portent les quantas d'énergie et impulsion de 4 types d'interactions. Donc on a, dans le monde, si vous voulez, 4 types d'interactions. Ce sont les interactions fondamentales. On a l'interaction faible, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction gravitationnelle. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment, en physique de particules, nous avons classé les particules d'échange selon le type d'interaction qu'ils en fait propagent, c'est-à-dire qu'ils assurent entre les particules élémentaires. Commençons par le photon. Le photon, on sait bien que le photon c'est une particule de masse nulle mais qui possède un moment, une impulsion et qui possède de l'énergie. Et le photon est responsable de tout ce qui est interaction électromagnétique. Donc toutes les forces électriques et magnétiques, en fait, c'est vrai qu'on parle en physique classique, si vous voulez, de champ électrique, de champ magnétique, mais entre les particules élémentaires, en réalité,
le modèle standard de la physique de particules nous dit que ces interactions se font par des échanges de particules, entre parenthèses, entre guillemets, virtuelles, qui sont des particules d'échange. Donc c'est quand un proton interagit avec un électron, ou quand un électron interagit avec un électron, et ben en fait il y a un échange de photons entre les deux, ok, si vous voulez. On ne le voit pas, d'accord. On a un échange de photons. C'est cet échange-là qui traduit l'interaction, d'accord. Donc c'est toute une nouvelle vision des choses. Et je peux apprécier que ça soit quelque chose de confusant au début, mais c'est justement une nouvelle vision de la physique d'un angle très petit, c'est-à-dire c'est l'angle des particules subatomiques. Et ben c'est comme ça que les interactions se font. En tout cas, c'est comme ça qu'on les interprète. Donc les photons sont responsables d'assurer l'échange entre deux particules élémentaires et ils décrivent ou ils assurent l'échange des interactions électromagnétiques. On a trois bosons faibles. Ces bosons faibles, ils sont responsables des interactions faibles. C'est quoi ces interactions faibles? Eh bien, ces interactions faibles, ce sont les interactions qui résultent dans la désintégration de toute particule, autre que les particules élémentaires. C'est-à-dire que si vous avez un noyau, d'accord, qui se désintègre, eh bien, il y a une interaction qui a causé cette désintégration. Cette interaction-là est échangée et portée par trois bosons. D'accord? On a les gluons. Eh bien, les gluons, c'est l'inverse. C'est comme le glue, si vous voulez. C'est-à-dire, on a 8 différents gluons, ils sont responsables des interactions fortes. Ils échangent les interactions fortes. C'est quoi les interactions fortes? Eh bien, c'est les interactions qui tiennent les particules dans le noyau. Donc, ce sont les forces entre les quarks. D'accord? Ils sont responsables des liaisons nucléaires. Donc, c'est pour cela que ce sont responsables des interactions fortes. Et on l'appelle gluon, si vous voulez, parce que ça gloue. Hein, ça gloue les quarks et les particules dans le nucléon, dans le noyau, ensemble. Puis on a les Higgs, les bosons de Higgs, le boson de Higgs qui vient d'être découvert récemment. Et puis on a aussi quelque chose qui n'est pas noté ici, mais qui est encore sous question si vous voulez, c'est le graviton. Et ce sont les particules responsables des interactions gravitationnelles. Donc entre toutes sortes de masses, il y a une interaction gravitationnelle qu'on connaît. Et bien, cette interaction gravitationnelle, elle est échangée entre deux masses via un échange de Higgs, de bosons de Higgs ou de gravitons. Je peux me mettre dans vos souliers et que je pense à ce que je suis en train de dire. Si vous êtes en train de l'écouter maintenant, vous vous dites, mais comment ça? Nous, on sait qu'il y a une force, la loi de Newton. On peut peut-être, si on a lu un peu plus, on peut dire qu'il y a l'espace-temps qui se courbe, alors c'est ça qui crée la gravitation. Oui, c'est vrai aussi. Mais si je vous pose la question, c'est quoi la force? Il existe une force, mais c'est quoi cette force? C'est quoi? Touchez-moi une force. On ne peut pas. C'est une force. Le mieux que vous pouvez dire, c'est un champ. Ce qui est encore plus correct. Mais ce champ-là, qui crée l'interaction entre des particules, en fait, du point de vue élémentaire, il est vu comme étant un échange de particules qui peuvent être virtuelles, mais qui assurent cette interaction. À savoir que ce modèle, qui est finalement une théorie si vous voulez, nous permet d'expliquer presque la totalité des choses qu'on voit pour l'instant. D'accord? Et éventuellement, dans ce cours-là, on va avoir le temps de regarder
en termes d'introduction les diagrammes de Feynman, et ces diagrammes de Feynman vont nous permettre peut-être d'avoir une petite visibilité, comment voir ces particules d'échange dans ce modèle de physique de particules et des particules subatomiques. On va voir un certain nombre de particules d'échange responsables des interactions, et on va faire quelques petites remarques. Donc remarquez déjà, comme on a dit, hein, les interactions électromagnétiques, les particules d'échange qui y sont associées sont les photons. Alors ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est le spin, d'accord? Donc là, vous remarquez déjà qu'il n'y a aucune des particules d'échange qui possède un spin fractionnaire ou un spin 1,5. Bien sûr, parce que ce n'est pas de la matière. Parce que c'est les leptons et les fermions qui possèdent des spins 1,5. Donc pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir plus tard, donc plus tard, je ne sais pas cette année peut-être, hein, c'est peut-être l'année prochaine plutôt, que dans une théorie qui s'appelle la théorie quantique des champs, ou le mécanique quantique relativiste, eh ben, il y a des équations de mouvement. C'est comme les équations de Schrödinger pour les électrons, mais c'est des équations qui sont associées à des particules de spin différentes de 1,5. Et c'est ces équations-là qui vont nous expliquer, si vous voulez, ce qui se passe au niveau des interactions entre les particules élémentaires. Et bien évidemment, ces interactions, ce sont des champs finalement. Donc, tout ça pour dire que finalement, la physique des particules, vous pouvez l'aimer, vous pouvez ne pas l'aimer, mais c'est vraiment très fondamental. Donc, dans la physique, d'une façon générale, c'est dans la physique des particules que nous retrouvons les choses les plus fondamentales dans les notions de physique. Donc, les interactions faibles, c'est trois bosons faibles, Z0 et W plus moins, qui ont aussi le spin 1. Les interactions fortes, c'est pareil, spin 1, ce sont des gluons. Maintenant, les choses changent juste au niveau des interactions gravitationnelles. Donc, le graviton, H mu nu, c'est spin 2. Donc, vous allez voir H mu nu après comment on va l'écrire. Et les bosons de Higgs ou le boson de Higgs, spin 0. D'accord? Très bien. Donc, jusque-là, je vous ai décrit, si vous voulez, et introduit. Donc, c'est ça le but de ce premier chapitre pour l'instant. C'est vraiment d'introduire ce paradigme de pensée. Comment classifier d'une façon élémentaire les particules dans l'univers. Donc particules de matière et particules d'échange, puis quel type de particules responsables de quoi et qu'est-ce qui les diffère. Donc on a l'histoire de masse, on a l'histoire de spin et on a l'histoire de nombre quantique. D'accord? Donc ces trois points-là, ça crée les vraies différences entre les différents types de particules élémentaires. Maintenant, toujours dans ce chapitre, on va passer aussi sur cette conclusion qui s'appelle le modèle standard. Donc, si vous vous rappelez bien, j'ai commencé avec le tableau périodique de Mendeleev qui décrivait la classification des éléments, alors qu'en fait, j'ai dit que la classification doit se faire au niveau subatomique parce que ces particules élémentaires-là sont les particules élémentaires responsables de la façon dont on construit le monde. Donc on a les particules de matière, puis on a les particules d'échange qui assurent que ces particules de matière se mettent ensemble et créent d'autres choses plus grandes. Donc ce tableau-là, si vous voulez, ben, c'est pas, comment dire, vous pouvez le voir dans d'autres formats, d'accord? C'est juste le format adapté par l'auteur du bouquin que j'utilise comme référence. Donc on a, si vous voyez bien les quarks ici, on a les 6 quarks et anti-quarks. Donc on ne les met pas les anti parce que ce sont juste anti, donc du signe opposé. On a le up-down, charm, strange, top et bottom avec leur couleur et leur masse. Donc vous allez voir maintenant que là la masse c'est écrit en MeV, GeV, MeV, MEV, donc c'est en fonction d'électrons volts, donc d'énergie. Et juste après cette slide, on va parler pourquoi on les exprime comme ça. D'accord? Donc vous voyez bien là, on a la charge, on a la couleur, on a le spin. D'accord? Donc là, on a les leptons, les 6 différents leptons, chargés et non chargés. Donc ça, c'est les leptons non chargés, les neutrinos. Puis là, les leptons chargés de charge -1, avec leur spin, hein, 1,5 ici. D'accord?
Puis là, on a les bosons d'interaction ou les particules d'échange, si vous voulez. Donc, on a les interactions fortes avec les gluons. On a les interactions électromagnétiques entre les charges, les photons. Et là, on a les interactions faibles avec les bosons faibles. Là, on a le boson de Higgs et on a ici, si vous voyez bien, au-delà du modèle standard. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore finalement bien prouvé, mais le graviton. Donc ça, c'est ce qui parle de toutes ces interactions gravitationnelles. D'accord? Voilà. Donc comme ça, on termine avec les types de particules et on passe sur quelque chose de très important. C'est le système d'unité utilisé en physique des particules. Bon, pourquoi? Vous allez voir, parce qu'en fait, en physique des particules, on est en train de parler de systèmes qui sont très très faibles de dimension, donc ce sont des systèmes quantiques, mais en même temps qui ont des vitesses trop élevées, proches de la vitesse de la lumière. Et donc si on utilise le système international, donc vous savez le système international c'est le mètre seconde et kilogramme. D'accord? On a ces trois unités fondamentales. Pratiquement le reste c'est une combinaison de ces unités-là. C'est-à-dire si vous prenez la vitesse, c'est mètres par seconde. Accélération, mètres par seconde carré. Vous prenez, je sais pas, l'action ou le travail, c'est Newton fois mètre. Newton, c'est kilogramme fois mètre fois seconde moins 2. Donc, toutes les entités physiques ou les grandeurs physiques sont décrites à partir d'une combinaison de ces unités fondamentales, mètre, seconde et kilogramme, ou joule. Donc, longueur, temps, masse ou énergie. C'est comme ça que c'est exprimé en système international. Donc, dans les systèmes usuels, donc on parle dans la mécanique classique d'une voiture, d'un ballon, d'un avion, on parle dans des dimensions qui sont acceptables, avec des vitesses qui sont acceptables. Donc, on a des valeurs de longueur et de temps qui sont gérables en termes de nombre avec ces unités-là. Par contre, quand on commence de parler avec des systèmes qui possèdent des vitesses proches de la vitesse de la lumière, ou bien qui sont en fait quantiques, c'est-à-dire qui sont proportionnels à des quantas d'énergie, qui utilisent la constante de Planck. Donc vous remarquez déjà qu'on est déjà à des puissances trop élevées. Donc H c'est 10 puissance moins 34 et ça 10 puissance 8. Donc si on commence à multiplier les choses entre elles, on va avoir, c'est toujours correct, mais on va avoir des manipulations de nombres qui est élevé. Donc qu'est-ce que les gens de la communauté de physique de particules, les physiques relativistes, ont trouvé? Ils se sont dit, bon, on va faire un nouveau système d'unités qu'on va associer à ce système international, d'une façon ou d'une autre, comme on va le voir, ils ont appelé le système d'unité naturelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on parle de particules qui possèdent une vitesse qui est la moitié de la vitesse de la lumière, d'accord? Donc au lieu d'écrire 1,5 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, il est plus naturel de dire moitié de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 0,5 fois c, avec c étant la vitesse de la lumière. Donc déjà, c'est plus naturel de le dire, et c'est plus simple d'utiliser. D'accord? Même chose pour le moment, par exemple, comme le spin. Bon, h bar sur 2pi ou h bar sur pi, par exemple. Au lieu de mettre 6,626 fois 10 puissance moins 34 sur 3,16, 14, etc., il suffit de dire un certain coefficient qui multiplie h bar. Donc c'est plus naturel. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le système naturel. Mais ça n'a pas de sens en fait si je parle de mécanique classique de Newton. Ça n'a pas vraiment de sens, d'accord? C'est juste quand les quantités ou les entités C et H bar deviennent prédominantes, donc c'est en mécanique quantique et en relativité. Et dans la physique des particules, il y a les deux. On crée des particules qui sont subatomiques, donc quantiques, mais avec des vitesses de déplacement qui sont vraiment élevées, comparables à la vitesse de la lumière. Donc, ils ont développé, les physiciens, ce système d'unité naturelle qui s'appelle SUN, donc système unité naturelle, dans lequel on définit les grandeurs physiques fondamentales ou fondamentaux
une grandeur fondamentale. Donc la vitesse, qui sera en unité de c, donc 1c, c'est l'unité de vitesse, au lieu de mètres par seconde, donc c'est 1c. Le moment cinétique, qui est h bar, et l'énergie qui est en électronvolts. Ben, électronvolts, c'est faible quand même. Donc, en général, les particules possèdent des énergies dans le méga-électronvolt ou le giga-électronvolt. Mais le électronvolt, c'est l'unité de base fondamentale. Donc, dans le système international, hein, c'est ça ce qu'on a comme unité fondamentale. Alors, la question maintenant qu'on peut se poser, vous allez me dire, mais écoutez, nous, quand on parlait du système international, on savait que, d'accord, on a mètre, seconde, kilogramme, mais si on parlait de la vitesse, on disait mètre par seconde. Si on parlait je sais pas, du poids, on disait newton, donc c'était kilogramme, mètre, seconde moins 2. On savait ça. Maintenant, si tu nous dis que ça n'existe plus, on ne va pas l'utiliser comme ça, mais on va plutôt dire que les unités fondamentales sont C, H bar et électronvolt. Comment nous allons exprimer les autres grandeurs physiques qu'on connaît dans le système d'unités naturelles SON? Et bien c'est tout ça, c'est justement ça ce qu'on va apprendre. Regardez, bon, là je répète, si dans le système d'unité naturelle, la vitesse, le moment et l'énergie sont bien définis en unités, donc c'est H bar et électronvolt, comment exprime-t-on les autres grandeurs physiques dans ce système? Par exemple, prenons la longueur. Quelle est l'unité de la longueur dans le système d'unité internationale? Eh bien, la longueur n'est plus une unité fondamentale dans le système SAM. Vous voyez, il ne figure plus. Mais c'est quoi alors? Comment on exprime la longueur? Eh bien, l'astuce, c'est la suivante. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prend l'unité de la longueur dans le système international, qui est le mètre, comme ici, et on va essayer de le diviser par un nombre, par une association de facteurs, qui vont éliminer toutes les unités qui existaient dans le système international et qui ne garderont que les unités du système SON. Par exemple, le mètre, c'est mètre en système international. Donc il faut que je trouve quelque chose qui élimine le mètre. D'accord? Et donc je peux diviser par C. Si je divise par C, le mètre et le mètre partent. Mais il me reste quoi? Il me reste seconde. Il faut que je débarrasse de seconde aussi. Pourquoi? Parce que seconde ne peut pas figurer dans le système SON, unité naturelle. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est pas représenté. Il n'y a pas de seconde ici, il n'y a pas de temps. On ne sait pas comment c'est représenté. Et donc, il faut que je trouve quelque chose aussi par laquelle je dois multiplier pour que je fasse partir la seconde et je ne garde qu'une unité connue dans le système SON. Et bien, si je multiplie par H bar, ça fait MeV fois seconde. Donc, seconde et seconde vont partir. Les secondes ici vont partir. Les mètres sont déjà partis. Il ne reste que MeV, donc méga électronvolt à la puissance moins 1. Est-ce que le MeV, ça fait partie des unités fondamentales du système SON? Ben oui, l'électronvolt. Donc voilà. Donc la longueur, la distance, le mètre en système SON est exprimé en 1 sur méga électronvolt. Vous allez me dire c'est absurde. Et comment ça 1 sur méga électronvolt? Et tu me dis c'est du mètre. Est-ce que ça veut dire si j'ai une particule que je suis en train d'étudier dans le système d'unité naturelle et qu'elle se déplace de 10 mètres, tu vas me dire c'est 51 fois 10 puissance 12, 1 sur MeV? Oui. Ça a l'air absurde, mais en fait, vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser ça parce qu'on va rarement parler des mètres ici, on va plutôt parler des vitesses, on va parler plutôt des énergies. C'est ça qui va nous intéresser d'ailleurs. Le temps, parce qu'on a mentionné quand même que le seconde, on ne connaît pas la seconde là, on ne connaît pas comment elle est exprimée en système SON. Pareil, donc seconde, il faut qu'on divise ou qu'on multiplie par quelque chose qui fait éliminer seconde et qui ne garde qu'une unité fondamentale du système, naturel. Et bien si on divise seconde par H bar, donc on a MeV fois seconde en bas, et bien seconde et seconde vont partir, il ne restera que le MeV. MeV moins 1 parce que c'est en bas. Donc,
Aussi, la seconde est exprimée en MeV-1. Vous allez dire, mais c'est la même unité que la longueur. Oui, en système international, c'est la même unité que la longueur, que la distance. Vous voyez? Dans le système naturel. Donc longueur ou temps sont tous les deux exprimés en masse ou énergie à la puissance moins 1, donc MeV moins 1. Alors, même que ça vous paraîtra non intuitif, j'aimerais vous tirer l'attention à quelque chose de très important. Si vous êtes d'accord qu'il est plus naturel de parler de C et de H bar parce que déjà on parle de vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière, on parle des particules quantiques, et que vous trouvez ça naturel, que dites-vous du fait que la distance, donc l'espace et le temps sont exprimés avec la même chose en système d'unité naturelle? Qu'en pensez-vous? Je pense, honnêtement, que c'est pas arbitraire. Parce que vous connaissez bien que l'espace et le temps, finalement, ils sont liés. Et quand la vitesse est celui de la lumière, la distance et le temps se confondent. C'est pas toujours le cas, hein. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas à s'inventer des fois et à dire qu'est-ce que je dois multiplier pour transformer les choses. C'est pas comme ça. En fait, il y a une méthode. Comment on peut passer d'un système d'unité, plutôt le système d'unité internationale, à un système d'unité naturelle? D'accord? Donc, il faut avoir une idée claire de ce passage-là. Pour cela, on va apprendre cette méthode qui dit le suivant. Imaginez une grandeur x quelconque. En système international, en fait, elle est exprimée toujours en fonction des unités de base, donc l'énergie, la longueur et le temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer des coefficients, des puissances si vous voulez, P, Q et R, à chacune des unités de ces unités fondamentales. Je vous donne un exemple pour expliquer. Par exemple, pour la longueur. La longueur, c'est quoi? C'est en mètres. Donc, c'est entre ces trois-là, il faut que Q soit égal à 1, donc longueur à la puissance 1, donc mètre, puis P égale 0 et R égale 0. Ça nous donne le mètre. Pour la seconde, c'est pareil. C'est R qui doit être égal à 1, alors que P égale 0 et Q égale 0. Ça donne seconde. C'est pareil pour autre chose, hein. Donc, c'est-à-dire par exemple comme la vitesse, c'est mètre fois seconde à la puissance moins 1. Donc c'est Q qui doit être égal à 1 et R qui doit être égal à moins 1, alors que P égale 0. Vous voyez comme ça, chaque grandeur en unité, ou dans le système international, chaque grandeur physique peut être écrite avec une association des valeurs P, Q et R qui sont associées aux trois unités fondamentales d'énergie, de longueur et de temps. Donc, kilogramme ou joule, mètre et seconde. D'accord? Si cette représentation est claire, alors la façon de passer au système SON se devient simple. Pour n'importe quelle grandeur, si on connaît en système international les valeurs de P, Q et de R, il sera exprimé en unité du système naturel, SON, comme E, donc c'est de l'énergie, c'est le électronvolt ou le mégaélectronvolt par exemple, à la puissance P moins Q moins R. Donc si cette méthode marche, il faut que si on l'applique de nouveau à la longueur et à la seconde, on doit retrouver ce qu'on a vu avant. Donc souvenez-vous qu'avant on a vu que la longueur dans l'unité ou le système d'unité naturelle SON, c'était énergie à la puissance moins 1, donc MeV moins 1. Le temps aussi c'était en MeV moins 1. Et bien notre méthode là qu'on vient de proposer doit marcher. Il faut le regarder. Si vous prenez la seconde par exemple, seconde en système international. Donc P égale 0, Q égale 0 et R égale 1. Alors si je l'applique maintenant la méthode, il faut qu'en système naturel, unité naturelle SON, il faut que ce soit E à la puissance 0 moins 0 moins 1. Et ça donne E à la puissance moins 1, donc c'est énergie moins 1, c'est MeV moins 1. Et ça sera pareil si vous le faites pour la longueur.
D'accord? Parce que pour la longueur, ce sera en mètres, donc c'est P égale 0, Q égale 1, R égale 0. Si vous le mettez en système d'unité naturelle, E, P moins Q moins R, ce sera 0, moins 1, moins 0, donc c'est E moins 1, c'est aussi MEV. Et on retrouve ce qu'on a trouvé ici. D'accord? Et ça s'applique à n'importe quelle entité ou grandeur physique. Donc je vous laisse vous amuser si vous voulez à tester ça. Voilà, par exemple, l'action en système international, c'est kilogramme, donc parce que c'est E à la puissance P ou M à la puissance P sont kilogrammes mètre au carré par seconde. Et donc l'action en unité son, ce sera 0. Qu'est-ce que veut dire 0? C'est-à-dire il n'y a pas d'unité, c'est soit C, soit H bar. Vous allez voir hein, tout à l'heure. Donc c'est E à la puissance 0, c'est 1. Vitesse, c'est en système international mètres par seconde. Donc Q égale 1 et R égale moins 1, alors que E égale 0. Et pareil, P moins Q moins R, ça vous donne 0, c'est-à-dire ça vous donne énergie à la puissance 0, ça vous donne 1. Pas d'unité. En fait, c'est pas que pas d'unité, c'est C en fait. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire C. Vous allez voir tout ça, vous pouvez les essayer vous-même en fait, en appliquant cette méthode. Donc vous prenez ça comme petit exercice, en appliquant cette méthode à ça, vous allez pouvoir retrouver les unités de ces entités physiques-là dans le système SON. Alors, il faut faire attention parce que ça pourra être confusant. Parce qu'en fait, quelque chose qu'on n'a pas dit au début, et je l'ai dit maintenant, c'est vrai qu'on a dit qu'en système d'unité naturelle, on prend la vitesse en étant égal à 1c et le moment égal à 1 h bar, mais en fait, la convention dit que on prend généralement h bar égale c égale 1. C'est pour cela que quand vous obtenez une vitesse, ou l'unité de vitesse, d'accord, il n'y a pas d'unité parce que ça sera 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire prendre h bar égale c égale 1? On les prend effectivement comme ça. Prenez un exemple. Dans le système international, si vous cherchez l'expression de l'énergie relativiste d'Einstein, E2 égale P2C2 plus M2C4. Peut-être que vous connaissez, vous, E égale racine carrée de P2C2 plus M2C4. D'accord? Donc, si je veux exprimer cette fonction, cette expression, dans le système d'unité naturelle, ben, au lieu de C, je dois mettre 1, et au lieu de H bar, je dois mettre 1. Donc là, il n'y a pas H bar, il n'y a que C. Alors ça s'exprime comment? E2 égale P2 plus M2. Donc, il faut savoir dans quel système on est en train d'écrire les expressions. Parce que si vous pensez que vous êtes dans le système international et vous trouvez une équation qui s'écrit E2 égale P2 plus M2, c'est faux. Parce qu'en système international, il y a C2 plus C4. Il y a donc P2, C2 plus M2, C4. D'accord? Donc il faut faire cette différenciation, il faut être vigilant, il faut savoir de quoi on parle. En tout cas, dans le chapitre 2, nous allons regarder ensemble ces équations-là, on va les traiter dans le système international et puis on va les appliquer en passant dans leur expression dans le système d'unité naturelle. D'accord? Voilà, comme ça on termine cette partie du chapitre 1, enfin on termine le chapitre 1 qui est censé nous introduire toutes ces notions, tous ces paradigmes de pensée, tous ces points de vue qui sont hors normes si vous voulez, par rapport à ce que vous connaissez avant dans les différents types de physique que vous avez vu avant. Hein. Peut-être que c'est le plus proche de la physique nucléaire si vous avez pris de physique nucléaire. Merci.